Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée aux apprenants en difficulté de lecture. Alors, pour traiter ce sujet, je vais essayer de traiter avec vous les points suivants. On verra d'abord comment on peut repérer et analyser les difficultés de lecture et quel est le rôle de l'enseignant dans l'apprentissage, dans le repérage et dans l'analyse de ces difficultés. On verra également quels sont les mécanismes d'identification des mots écrits qui sont souvent utilisés par les apprenants ou bien par n'importe quel lecteur. Il y a d'abord la procédure analytique et la procédure lexicale. On verra quelle est la signification de chacune de ces procédures. Et on verra également quelles sont les difficultés d'apprentissage de lecture, souvent sous forme d'origine, c'est-à-dire quelles sont les origines des difficultés de lecture, des difficultés d'apprentissage de lecture chez nos apprenants. Et on va finir dans la conclusion par quelques solutions que nous pouvons proposer pour combler ou bien pour dépasser les difficultés de lecture. Alors, concernant les apprenants en difficulté de lecture, ils désignent les élèves auxquels il faut accorder un soutien particulier. Pourquoi? Parce qu'ils présentent des difficultés pouvant mener à un échec. Parce qu'on sait qu'un élève qui a des difficultés de lecture est souvent un élève qui aura des difficultés d'écriture. Un élève qui ne peut pas comprendre l'écrit ne peut pas produire l'écrit. Donc, s'il a des difficultés dans la compréhension de l'écrit, il aura des difficultés dans la production de l'écrit. Il présente des retards d'apprentissage. Et on sait que l'apprentissage, ou bien l'enseignement, l'apprentissage d'une langue, c'est un tout. La compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit, la production de l'oral et la production de l'écrit, même s'ils sont séparés ici, c'est seulement pour les étudier. Mais normalement, ce sont des compétences qui se développent simultanément dans nos écoles. Donc, s'il y a une difficulté dans l'un de ces volets-là de l'apprentissage d'une langue, certainement, il y aura un échec. Il y aura un échec dans le cursus de l'enseignement de l'élève. L'élève en difficulté de lecture, c'est souvent des élèves qui présentent des troubles émotifs. Ce sont des élèves qui présentent des troubles de comportement, c'est-à-dire ce sont soit des élèves qui sont trop agités, soit des élèves qui sont trop timides, soit qui souffrent d'un trouble de comportement quelconque. Donc, ils présentent également un retard de développement, une déficience intellectuelle légère, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas vite. Ce sont des élèves qui ont un retard de compréhension de ce que le maître ou bien de ce que la maîtresse lui dit. Ce sont des élèves qui ont un retard dans tous les domaines. Les recherches sur les élèves faibles, je préfère les élèves en difficulté ou ayant des difficultés en lecture, se sont centrées sur la comparaison entre les bons et le mauvais lecteur, ou bien les lecteurs en difficulté. Cette comparaison nous donne les conclusions suivantes. C'est que les élèves faibles, ou en général, ont en général peu de stratégies cognitives et métacognitives et se montrent habituellement passifs dans l'approche des textes. Donc on voit que les élèves qui ont des difficultés de lecture, ce sont des élèves qui s'acharnent seulement sur le déchiffrage. Lorsqu'ils sont devant un texte, ils essayent seulement de déchiffrer les lettres qui forment le mot. Donc ils n'ont aucune stratégie cognitive qui va lui permettre de comprendre le texte, que ce soit cognitive ou bien métacognitive. C'est-à-dire,
Et on le verra ensuite, c'est que si l'élève n'a pas un vocabulaire riche, il aura des difficultés à lire un texte. Si l'élève ne s'exprime pas aisément à l'oral, il aura des difficultés en lecture. C'est-à-dire que les stratégies cognitives, et je vais faire une vidéo spécialement sur les stratégies de lecture, montrent que si un élève a de bonnes stratégies de lecture, c'est un élève qui va lire et comprendre le texte d'une manière convenable. Les élèves en difficulté connaissent les stratégies mais ne les utilisent pas ou les utilisent mal. Même si l'élève connaît les stratégies de lecture, il ne les utilise pas ou bien il les utilise d'une manière erronée. Donc l'évaluation diagnostique des difficultés en lecture doit dépasser la simple analyse des erreurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire l'analyse des erreurs, on doit faire l'analyse des erreurs, mais on doit également intégrer l'observation des habiletés stratégiques. C'est-à-dire, on doit savoir comment l'élève arrive à déchiffrer, arrive à détecter les mots qu'il est en train de lire. Donc l'évaluation diagnostique des difficultés en lecture doit dépasser la simple analyse des erreurs de lecture orale et intégrer l'observation des habiletés stratégiques. Donc si on parle de repérer et analyser les difficultés d'apprentissage en lecture, on va essayer de voir qu'est-ce que l'oral nous apporte dans ce phénomène de lecture. Qu'est-ce que l'oral nous apporte? Qu'apporte la lecture orale? La lecture orale, lorsqu'on demande à l'élève de lire oralement. Pourquoi? La lecture orale est révélatrice des connaissances, des stratégies de reconnaissance des mots des apprentis lecteurs. La lecture orale est révélatrice des connaissances et stratégies de reconnaissance des mots des apprentis lecteurs. Lorsqu'un élève lit, il nous donne une idée s'il a des stratégies de lecture, des stratégies de reconnaissance des mots des apprentis lecteurs, s'il connaît des mots ou bien il ne le connaît pas. Les élèves en difficulté ne font pas d'erreurs spécifiques, mais ces élèves en font plus que leurs camarades. Ils font plus d'erreurs que leurs camarades. Et leurs erreurs persistent alors qu'ils s'estampent chez les élèves normaux. C'est-à-dire tous les élèves peuvent faire des erreurs, mais en les corrigeant, ils les dépassent. Mais l'élève en difficulté, c'est un élève à qui ces erreurs continuent d'exister, même si on les corrige plusieurs fois. Les types d'erreurs qui apparaissent chez l'élève, il y a d'abord des substitutions, c'est-à-dire il met des mots à la place des mots. Par exemple, au lieu de dire la tour, il peut dire toute. Il peut dire au lieu de tour, il peut dire toute. Au lieu de four, il peut dire foot, etc. C'est-à-dire il y a des substitutions soit de lettres, soit de syllabes, soit de tout le mot dans un texte. Il y a également des interversions. Et lorsqu'on parle d'interversion, on peut parler d'inversion. Il y a inversion ou il y a une sorte de permutation. C'est-à-dire il peut prononcer un mot à la place d'un autre. Il peut prononcer une lettre à la place d'une autre. Par exemple, il peut prononcer le B à la place de P, il peut prononcer le V à la place de F, et etc., etc. Et ceci, on verra quelles sont les causes de ces interversions. Il y a également des ajouts. Lorsque l'élève ajoute des mots ou bien des lettres qui n'existent pas dans le mot lu. Et il y a également des omissions. Lorsque l'élève dépasse ou bien saute des mots ou bien des lettres dans une phrase ou bien dans un mot lu. Les erreurs que font les élèves lors de la lecture orale d'un texte ou d'une liste de mots doivent faire l'objet d'une analyse qualitative, c'est-à-dire quelle est la qualité des erreurs qui sont commises par l'élève. Comment sont ces erreurs? Quelle est l'origine de ces erreurs? Donc là, on va essayer d'expliquer ces erreurs, mais d'une manière qualitative. Pourquoi l'élève commet ces erreurs? La préoccupation principale de l'école doit être de prévenir
de prévenir les difficultés d'apprentissage de la lecture. Ceci implique de concentrer les efforts sur l'année cruciale de l'apprentissage de la lecture, c'est-à-dire la maternelle et la première année. C'est là la base de l'enseignement de la lecture et de l'apprentissage de la lecture. C'est la maternelle et la première année. C'est là où l'élève entre en contact avec les mots nouveaux, avec les lettres nouvelles, etc. Nombre de compétences nécessaires à la lecture peuvent être entraînées et développées bien avant l'entrée à la première année, c'est-à-dire à la maternelle. Donc, quel est le rôle de l'enseignant dans ce cas-là? Comment l'enseignant peut-il préparer l'élève à la lecture? Le rôle de l'enseignant, c'est d'abord de repérer le plus tôt possible les élèves à risque de rencontrer des difficultés d'apprentissage de la lecture. Et nous avons parlé tout à l'heure des élèves qui présentent des troubles émotifs, des élèves qui présentent des troubles de comportement, des élèves qui ont des difficultés de lecture. Ils peuvent être repérés à partir des premières années de l'enseignement. C'est-à-dire que l'enseignant peut anticiper sur les difficultés de lecture à partir des premières années. Et ainsi, il peut proposer des exercices permettant de développer les aptitudes langagières et la conscience phonologique. Les aptitudes langagières et la conscience phonologique. Et on verra que l'oral, l'apprentissage de l'oral, l'apprentissage du vocabulaire, l'apprentissage de la syntaxe sont des éléments essentiels qui favorisent l'apprentissage de la lecture. Les mécanismes d'identification des mots écrits. Comment on identifie les mots écrits? Lire et comprendre un texte nécessite d'identifier les mots qui le composent. Mais comment? La capacité d'identifier les mots écrits repose sur deux types de procédures. C'est-à-dire qu'on peut... Alors, une procédure analytique, comme je l'ai dit, il met aussi essentiellement en jeu les capacités de décodage graphophonique. C'est-à-dire, est-ce que l'élève peut transformer un code écrit en un code oral? Est-ce qu'il peut transformer une phrase écrite en une image mentale? Est-ce qu'il peut transformer, lorsqu'on parle de graphophonique, c'est-à-dire la relation existe entre ce qui est écrit et ce qui est prononcé? Donc, est-ce que l'élève fait cette relation-là entre les deux phénomènes? Donc, le décodage graphophonique, c'est lorsque l'élève est capable de... etc. La procédure analytique, il met essentiellement en jeu des capacités de décodage graphophonique, c'est-à-dire de décodage, de transformation de ce qui est écrit en ce qui est prononcé. Et une procédure lexicale qui repose essentiellement sur l'activation en mémoire de la forme orthographique des mots déjà rencontrés. La forme orthographique des mots déjà rencontrés, c'est-à-dire lorsqu'on lit, souvent on fait appel à ce que nous avons déjà lu, ce que nous avons déjà vu, ce que nous avons déjà rencontré, que ce soit à l'oral, que ce soit lors des activités de lecture, des activités de langue, etc. Donc là, nous sommes dans une procédure lexicale. C'est ce qui fait d'ailleurs, lorsqu'on rencontre un mot et qu'on le prononce d'une manière un peu erronée, parce qu'on l'a confondu avec un mot qu'on a déjà rencontré. Lorsqu'on verra par exemple le mot lune, et on peut le prononcer dune. Ça veut dire que nous avons l'habitude de voir le mot dune, et puisque le mot lune, c'est un mot nouveau, et on l'a confondu avec tel mot. Donc, ce que nous avons utilisé, c'est ce que nous avons en mémoire, c'est ce que nous avons mémorisé depuis le début de notre lecture. Donc, la procédure analytique, on va essayer de l'expliquer encore plus. La mise en place de la procédure analytique apparaît donc comme essentielle en début d'apprentissage.
Donc la méthode analytique, la méthode de graphophonique, comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure, apparaît comme étant essentielle au début d'apprentissage. Pour cela, l'enfant doit d'abord découvrir le principe alphabétique, l'existence d'unités à l'intérieur des mots écrits et parlés, des mots écrits et parlés, et des relations existant entre ces unités. Lorsque je prononce le mot découvrir, nous avons des unités sonores à l'intérieur, des unités sonores à l'intérieur de ce mot découvrir. Découvrir, c'est un mot qui se compose de plusieurs lettres, de plusieurs sons, de plusieurs syllabes. Et l'élève, il doit prendre conscience de ces composantes-là. Et de faire la relation entre ces composantes pour former le mot. Donc, découvrir le principe alphabétique, c'est l'existence d'unité, c'est découvrir l'existence d'unité à l'intérieur des mots écrits, ou bien des mots parlés, et des relations qui existent entre ces unités. C'est une approche apprendre le code alphabétique, c'est-à-dire apprendre l'ensemble des correspondances entre les unités écrites, que sont les graphèmes, tels que A, P, O, Ch, CH, et les unités orales correspondantes, c'est-à-dire les phonèmes, tels que A, P, O, et ce qui est prononcé. L'acquisition de correspondances graphophoniques repose sur un apprentissage explicite qui doit être effectué en classe de façon très systématique. Et d'ailleurs, on le voit, l'apprentissage de la lecture, que ce soit la première, la deuxième ou bien la troisième année, c'est un apprentissage de la lecture d'une manière systématique. On commence d'abord par la découverte des phonèmes, et ensuite on ajoute aux phonèmes soit une voyelle, soit une consonne, et pour former des syllabes, et on essaye de multiplier les lectures pour amener l'élève à mémoriser un maximum de syllabes pour développer son déchiffrage. Donc l'acquisition des correspondances graphophoniques ou bien phonimiques repose sur un apprentissage explicite qui doit être effectué en classe de façon très systématique. C'est-à-dire l'élève, il doit apprendre quelle est la correspondance graphophonimique de chaque lettre. Cet apprentissage nécessite que l'enfant prenne conscience de l'existence d'unités à l'intérieur des mots parlés. Or, cette aptitude appelée conscience phonologique ne se développe que très partiellement avec la seule pratique du langage oral. Là, donc, apparaît une chose qui est nouvelle, c'est l'apparition du langage oral. Le langage oral nous donne ici son importance. Le langage oral, c'est lui qui nous montre qu'à l'intérieur d'un mot, il y a des unités. Il y a plusieurs unités à l'intérieur d'un mot et des unités à l'intérieur des mots parlés. Et cette aptitude, elle est appelée conscience phonologique. Donc, si je dis à un élève de me donner les mots qui contiennent le son O, s'il n'a pas cette conscience phonologique, il ne pourra jamais le faire. Si je demande à l'élève d'entourer ou bien de désigner la place d'un phonème bien déterminé dans un mot, est-ce qu'il est au début ou bien au milieu ou bien à la fin, il ne pourra pas me donner cette réponse s'il n'a pas une conscience phonologique. C'est-à-dire, est-ce que l'élève peut reconnaître un phonème dans un mot? Et d'ailleurs, un certain nombre d'exercices que l'enseignant pratique en classe, l'objectif est de développer cette conscience phonologique. Lorsqu'on demande à l'élève de lever la main lorsqu'il entend un son bien déterminé, là, nous sommes en train de développer la conscience phonologique. Donc, je demande à un élève de me donner des mots qui contiennent un son bien déterminé, je suis en train de développer la conscience phonologique. L'élève donc de maternelle est le plus souvent capable de segmenter un mot oral en syllabes. Et ça, il peut le faire seulement sous forme de petits jeux. En tapant dans ses mains ou bien en levant la main ou bien en tapant sur la table, il peut me donner le nombre de syllabes qui composent un mot. Et de reconnaître que deux mots se ressemblent sur le plan sonore parce qu'ils riment, parce qu'ils ont le même rythme. Il ne sera que très rarement capable d'isoler un phonème à l'intérieur du mot
ou de compter le nombre de phonèmes qui le composent. Donc il sera très rarement, je parle de la maternelle, mais à partir de la première année, il sera capable de faire tout cela. La prise de conscience des unités phonémiques ou conscience phono-phonémique ne se développe en général qu'avec et parallèlement avec l'apprentissage de la lecture. De nombreuses études ont par ailleurs montré que les enfants qui démontrent de bonnes aptitudes de conscience phonologique en maternelle ou en première année de l'apprentissage d'une langue apprennent à lire plus facilement que les autres. Donc si j'arrive à développer cette conscience phonologique à partir des premières années de l'apprentissage d'une langue, l'élève il pourra facilement lire sans aucun problème. Mais un élève qui a des difficultés à être conscient, à avoir cette conscience phonologique dans les premières années de son apprentissage, c'est sûr qu'il aura des difficultés de lecture. Entraîner systématiquement les élèves de la première année à identifier, à manipuler volontairement les phonèmes à l'intérieur des mots parlés constitue une aide à l'apprentissage de la lecture. Donc si on veut aider les élèves à apprendre la lecture, on doit les aider, on doit les entraîner à manipuler volontairement les phonèmes à l'intérieur des mots parlés. C'est-à-dire, on doit travailler beaucoup plus sur les mots qui contiennent le même son et demander aux élèves de me donner les mots de la même famille, mais qui contiennent le même phonème, etc. Donc cette aide étant plus efficace que l'activité de segmentation phonémique s'accompagne d'un travail parallèle sur les graphèmes. Donc on ne travaille pas seulement sur les phonèmes, mais on travaille également sur les graphèmes pour essayer de développer cette conscience graphophonique qui est très importante. Si l'élève apprend à segmenter d'une manière facile, il pourra facilement lire parce qu'il ne fait que transformer les graphèmes en phonèmes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il transforme les graphèmes en des sons ayant un sens. On parle maintenant de la procédure lexicale de la lecture. Lorsqu'on parle de la procédure lexicale de la lecture, on parle de la mise en place de la procédure qui repose sur la mémorisation de la forme orthographique, ça d'une part, la forme orthographique des mots, et l'établissement des liens entre la forme orthographique, la forme phonologique et le sens correspondant. Donc nous avons la forme orthographique, la forme phonologique, c'est-à-dire ce qu'on entend, et le sens correspondant. C'est-à-dire nous avons, si vous voulez, trois éléments qu'on doit essayer de lier dans la lecture d'un mot. D'abord, comment il est écrit, c'est-à-dire la forme orthographique, comment il est prononcé, c'est-à-dire la forme phonologique, et quel est son sens, c'est-à-dire à quoi il correspond. Quelle est l'image mentale que nous avons lorsque nous lisons ce mot-là. Et ceci, il est très important de mettre en place cette procédure lexicale, parce que non seulement je déchiffre, mais je comprends ce que je suis en train de lire. Et ça aussi, ça rentre dans les stratégies de lecture. De ce fait, l'apprentissage de la lecture sera d'autant plus facile que l'enfant dispose de meilleures compétences langagières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un élève qui parle oralement aisément, il apprendra facilement à lire. Parce que souvent, les mots qu'il aura à lire, le mot qu'il aura à déchiffrer, ce sont des mots qui ont un sens pour lui. Et il sera plus facile de lire un mot dont je connais le sens que de lire un mot dont je ne connais pas le sens. Lorsque l'enfant possède un bon niveau de vocabulaire oral, apprendre à lire consistera le plus souvent à rencontrer des mots déjà connus à l'oral et donc à acquérir leur seule forme orthographique. Donc, comme nous l'avons déjà vu tout à l'heure, nous avons parlé de la forme orthographique du mot, nous avons parlé de la forme phonologique du mot
et nous avons parlé de la forme lexicale ou bien de la forme ou bien du sens du mot, si l'élève connaît le sens du mot et il connaît sa prononciation, il ne lui reste que la forme orthographique. Donc il a une seule petite difficulté. Mais si l'élève ne connaît ni le sens, il ne connaît pas l'orthographe du mot, il ne connaît pas sa signification, c'est la première fois qu'il le connaît, qu'il rencontre ce mot-là, donc il aura 3 difficultés à dépasser. Ce qui implique un travail spécifique d'enrichissement du vocabulaire et de la syntaxe. Donc, ce qui veut dire que nous devons mettre l'accent beaucoup plus sur l'oral pour essayer d'enrichir le vocabulaire de l'élève et par la suite essayer de l'aider à se mettre seulement face à la difficulté du graphème. Il est également important que le maître de la première année introduise à l'oral des mots et les constructions syntaxiques qui seront rencontrées en lecture et s'assure que l'enfant maîtrise leur sens. Et ça, vous pouvez le remarquer dans toutes les méthodes de lecture actuellement. La plupart des textes qui sont lus, ou bien des mots qui sont lus, ce sont des mots qui sont souvent véhiculés lors de l'expression orale. L'objectif, c'est ceci, c'est que l'élève comprenne ce qu'il est en train de lire. Les 2 procédures, donc, se développent quasi conjointement et coexistent dès le tout début de l'apprentissage de la lecture. C'est pourquoi, dès les premières années, l'élève apprend l'oral et la lecture d'une manière conjointe. Il développe les 2 procédures, les procédures analytiques, qui consistent à déchiffrer phonème par phonème, et la procédure lexicale qui consiste à savoir l'orthographe du mot et à savoir sa signification et à savoir sa phonologie, c'est-à-dire comment il est prononcé. Donc l'enfant qui rencontre un mot nouveau à l'écrit, exemple fou, va le traiter analytiquement. Il va décomposer ce mot en graphème, F, ou et R. Et en associant à chaque graphème le phonème correspondant, il aura donc F et O et R. Les phonèmes successivement générés seront ensuite fusionnés de façon à recréer la forme phonologique du mot four. Maintenant, quelles sont les difficultés d'apprentissage de la lecture? Les difficultés de l'apprentissage de la lecture peuvent avoir des origines multiples et revêtir des formes très différentes. Mais généralement, ils ont des origines environnementales, ils ont des origines sensorielles, ils peuvent avoir des origines cognitives. En ce qui concerne l'origine environnementale, les enfants de milieux socioculturels défavorisés risquent de développer un retard dans l'apprentissage de lecture que les enfants de milieux plus favorisés. C'est-à-dire, plus on est dans un milieu moins favorisé, plus on risque d'avoir des difficultés de lecture. Et ceci, on peut l'expliquer parce que les raisons profondes de ces difficultés d'apprentissage sont certainement multiples, combinant des aspects affectifs et motivationnels, ainsi que des dimensions langagières. Les aspects affectifs, motivationnels, ainsi que des dimensions langagières. C'est-à-dire, même si le langage utilisé par un élève qui appartient à un milieu favorisé, il est plus développé qu'un enfant, bien qu'un élève qui appartient à un milieu défavorisé. Le nombre de mots utilisés, le langage utilisé, le style utilisé, la motivation de l'élève, son aspect affectif, etc., il diffère d'un milieu à un autre. Donc je reprends. Les raisons profondes de ces difficultés d'apprentissage sont certainement multiples, combinant les aspects affectifs, motivationnels, c'est-à-dire quel est l'intérêt de la présence de l'élève dans la classe, est-ce qu'il est motivé ou est-ce qu'il n'est pas motivé, ainsi que les dimensions langagières, c'est-à-dire quel est le nombre de mots que l'élève connaît, est-ce que l'élève est déjà en contact avec cette langue ou bien c'est la première fois qu'il va la rencontrer, etc., etc. Donc il y a des dimensions qui sont langagières.
Ce dernier aspect, c'est-à-dire l'aspect langagier, semble cependant déterminant. Pourquoi? Parce que ces enfants, ils présentent souvent un niveau de vocabulaire limité, c'est-à-dire les élèves issus de milieux défavorisés, et une syntaxe qui est un peu pauvre. Et ceci, il aura des répercussions sur l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage de l'oral et par la suite l'apprentissage de la lecture. Donc, ils sont peu familiers avec les livres, et souvent on ne trouve pas des livres dans les milieux défavorisés. Là, on ne généralise pas. Il y a des milieux défavorisés où on peut trouver des livres, mais dans la plupart du temps, les milieux favorisés, ils sont peu familiers avec les livres. Ils ont rarement bénéficié de l'oralisation de textes écrits. Et c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en contact avec les mots qui seront utilisés dans les textes écrits. Lecture d'histoire par les parents, par exemple, le langage de cette langue dans le milieu familial, etc. Par exemple, on trouve dans des familles qui parlent, même en famille, ils parlent en langue française. Donc ces élèves-là, ils n'auront pas de difficulté à apprendre la langue française et à lire cette langue française. Pourquoi? Parce qu'ils parlent cette langue dans leur famille. Par contre, dans un milieu défavorisé, ils n'ont pas de contact avec cette langue, ce qui fait que le seul lien avec cette langue, c'est l'école. Donc le rôle de l'école est d'essayer notamment de réduire ces inégalités langagières et l'abord de la lecture. Le rôle de la lecture est d'essayer de réduire les inégalités langagières et l'abord de la lecture. Le rôle et la responsabilité de l'école sont autant plus engagés que ces enfants ne bénéficient d'aucun soutien à la maison. Donc si les élèves, ou bien si les enfants n'ont aucun soutien à la maison, ça veut dire que le rôle, l'école a une grande responsabilité pour essayer d'aider ces enfants à dépasser ces lacunes-là. Le rôle et la responsabilité de l'école sont d'autant plus engagés que ces enfants ne bénéficient d'aucun soutien à la maison susceptible de les aider à surmonter leurs difficultés. S'ils ne trouvent pas de l'aide à la maison, c'est à l'école de le faire. Il y a des origines sensorielles. Un trouble sévère de la sphère auditive, un trouble sévère de la sphère visuelle peut avoir des répercussions sur la lecture. Un élève qui n'entend pas ou bien un élève qui voit mal aura des difficultés à lire. Des troubles plus légers peuvent passer inaperçus et se révéler à travers les difficultés d'apprentissage de la lecture. L'enseignant peut quelquefois ne pas se rendre compte que cet élève a des problèmes auditifs ou bien a des problèmes visuels. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture, on va se rendre compte que cet élève vraiment a un handicap qui l'empêche de développer sa lecture. Un trouble auditif léger peut être responsable du faible niveau du langage oral de l'enfant, de sa faible participation en classe, d'une fatigabilité ou d'épisodes d'inattention. S'il n'entend pas, il ne va pas être attentif à ce que le maître lui dit, à ce que l'enseignant lui dit, ou bien l'enseignante. Des troubles visuels légers, une hypermétropie, un astigmatisme, problème de convergence, etc., peut avoir des répercussions sur la lecture. Une gêne visuelle, une fatigabilité. Il y a des origines cognitives, c'est-à-dire qui sont liées à la connaissance de l'élève. L'enfant qui dispose de capacités intellectuelles limitées rencontrera plus souvent qu'un autre des difficultés d'apprentissage qui, d'ailleurs, ne se limiteront pas à la lecture. Ils vont la dépasser pour l'oral, pour les activités de langue, pour la production de l'écrit, pour la production de l'oral, etc. C'est-à-dire un enfant qui est limité intellectuellement aura des difficultés à continuer ses études, non seulement dans la lecture, mais dans les autres disciplines. En fait, un faible niveau intellectuel n'entraîne pas nécessairement des difficultés en lecture, en tout cas pas au niveau de l'identification des mots écrits. Les difficultés d'apprentissage de la lecture peuvent également
être secondaire à un trouble de l'identification des mots écrits, ce qui est caractéristique à des dyslexies développementales. Difficulté à trouver ces mots, déformation des mots, difficulté en répétition. Donc, on doit faire attention lorsqu'on trouve des élèves qui ont des difficultés à trouver des mots, ou bien qui déforment les mots lorsqu'ils les lisent, ou bien qui ne peuvent pas répéter, même si le maître leur dit la bonne réponse. Ça veut dire qu'on doit se rendre compte que cet élève souffre d'une dyslexie. En résumé donc, un simple retard d'apprentissage de la lecture peut avoir des conséquences graves et se traduire par un niveau de performance en lecture aussi faible que celui des enfants dyslexiques. Par contre, un entraînement systématique des procédures déficitaires est beaucoup plus efficace chez les enfants qui présentent un retard simple que chez les enfants dyslexiques. Comment donc on peut prévenir les difficultés d'apprentissage de la lecture? La préoccupation principale de l'école doit être de prévenir les difficultés d'apprentissage de la lecture, ce qui implique de concentrer les efforts sur les années cruciales pour l'apprentissage de la lecture, c'est-à-dire la première année et la maternelle et la première année. Nombre de compétences nécessaires à la lecture peuvent être entraînées et développées bien avant l'entrée en première année. Le rôle des enseignants est fondamental. Il leur incombe de repérer plus tôt possible les élèves à risque de rencontrer des difficultés d'apprentissage de la lecture, proposer des exercices permettant de développer les aptitudes langagières et la conscience phonologique. Le niveau de langage oral des enfants, niveau de vocabulaire, maîtrise du sens, compréhension syntaxique est déterminant dans l'acquisition de la lecture. Donc ceci montre que si on veut développer la lecture d'un élève, on doit développer tous ces éléments-là. On doit développer son vocabulaire, on doit développer son expression orale et sa compréhension orale, et on doit développer sa compréhension syntaxique. Si on veut avoir un bon lecteur. Donc un travail spécifique sur l'oral doit donc être au centre des préoccupations des maîtres et maîtresses, afin que les élèves abordent l'apprentissage de la lecture en première année, avec le meilleur niveau de langage possible. Ce travail donc doit avoir pour objectif quoi? D'enrichir le vocabulaire de l'enfant, 1. 2. De préciser le sens des mots, 3. Et en les utilisant dans des contextes variés, et 4. Les confronter à des structures syntaxiques plus complexes que celles du langage conventionnel. Voilà. Alors voici tout ce qui concerne les élèves en difficulté de lecture, et nous aurons d'autres vidéos dans lesquelles on va essayer de voir quelles sont ces difficultés de lecture qu'on rencontre les élèves et comment on peut les combler. C'est-à-dire, on va essayer de voir quels sont les exercices qu'on peut proposer pour dépasser les difficultés de lecture de nos élèves. Donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah, et salam alaikum wa rahmatullah.